Aujourd'hui, sur cette matinée, on va discuter de trois axes différents concernant les technologies immersives. Un, de quoi parle-t-on? Et je vais vous poser quelques petites questions très vite. Donc, on va définir ce que sont ces technologies, quels sont les concepts qui les composent. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle maintenant? Quelle est cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour tous les acteurs disponibles? Quels sont les bénéfices de ces technologies? Quels en sont les enjeux? Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui va vous intéresser, c'est-à-dire les usages des technologies immersives dans des cadres d'orientation et de formation. On va parler d'usages très techniques comme l'évacuation incendie ou des laboratoires de chimie, mais aussi sur des sujets plus comportementaux et relationnels comme le consentement ou l'orientation professionnelle. Et ensuite, on va rapidement parler de l'après, les métavers, qui doit être un terme que tout le monde a entendu aujourd'hui, et comment est-ce que surtout vous allez pouvoir commencer à travailler avec ces technologies. Donc, de quoi parle-t-on? Pour définir les technologies, alors première chose, je vous encourage à l'issue de cette conférence à pouvoir mettre un casque parce que tout ce dont on va parler va prendre beaucoup plus de sens une fois que vous aurez mis un casque sur la tête. Donc, le premier des outils que nous on utilise pour définir les technologies et commencer à imaginer des cas d'usage, c'est quelque chose qu'on appelle le continuum de Milgram, qui est en fait une répartition de ces technologies sur un axe qui va de l'environnement réel, le monde de tous les jours, à un environnement purement virtuel, décorrélé de la réalité. La première des technologies qu'on va croiser là-dessus, c'est la réalité augmentée. Elle est notée régulièrement AR ou RA, AR pour l'anglais, Augmented Reality, et RA pour, en français, réalité augmentée. On va y trouver deux typologies de technologies et c'est assez important. La première, vous la connaissez tous, vous l'avez tous vue, c'est Pokémon Go. Ça va être les filtres Snapchat ou autres applications comme ça qui s'utilisent avec un téléphone. En gros, on va superposer une information numérique sur le monde réel. Et cette information, elle va être peu ou pas interactive. Par contre, elle est très souvent localisée, soit sur un objet, une personne, ou géolocalisée dans l'espace. Ensuite, on va avoir ce que Microsoft appelle la réalité mixte, mais qui est en réalité une extension de la réalité augmentée. On y accède à travers des casques de type HoloLens. En fait, sur ce nouveau cran de réalité augmentée, on va enlever la dimension téléphone où vous avez un objet dans les mains qui va vous bloquer. Vous avez un casque et c'est ce casque qui va vous afficher des informations numériques dans le monde réel. Et à ce niveau-là, vos mains sont suivies par votre casque et vous allez pouvoir manipuler ces objets, les déplacer, interagir à plusieurs pour pouvoir imaginer des séquences à l'aide de cette technologie. Je me décale un petit peu encore dans le consortium. On arrive à la virtualité augmentée. Je ne vais pas en parler trop maintenant. On va plutôt aller tout de suite à la réalité virtuelle. Et je vous reparlerai de la virtualité augmentée après. La réalité virtuelle, c'est un monde complètement décorrélé auquel on accède uniquement à travers un casque. Et ce monde n'a pas de rapport avec le monde réel. Les murs ne sont pas au même endroit, les personnes qui vous entourent ne sont pas forcément physiquement présentes, et vous allez pouvoir passer de monde en monde et interagir avec une ou des personnes. Vous pouvez avoir des expériences seules, etc., etc. On a là toute la puissance de la simulation par ordinateur. Réalité virtuelle, vous le voyez noté VR ou RV en fonction de la langue que vous avez choisie. La virtualité augmentée, c'est le pas entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est-à-dire que dans la virtualité augmentée, vous avez un casque de réalité virtuelle, donc vous êtes dans un environnement virtuel, mais vous allez utiliser des objets du monde réel dans cette simulation. Typiquement, là, sur ma diapo, vous pouvez voir un monsieur qui éteint un feu virtuel à l'aide d'un extincteur qui, lui, est bien réel, qu'il a dans la main. Donc, il manipule un vrai extincteur pour avoir les sensations de poids, pour avoir l'inertie des objets, et ça va lui permettre de faire sa formation en virtuel. Il y a plein d'autres manières de faire de la virtualité augmentée, mais dites-vous bien que c'est cette zone de friction où on va amener du réel dans le virtuel. L'ensemble des technologies de réalité augmentée et virtualité augmentée s'appelle la réalité mixte. Pourquoi? Parce que sur la réalité, on va apporter des informations complémentaires. Un peu à l'écart de mon continuum, vous voyez positionner la vidéo 360. Je la mets à l'écart parce qu'il y a une guerre de chapelle philosophique sur est-ce que c'est de la réalité virtuelle ou pas. Dans mon cas, on s'en fiche, c'est une technologie extrêmement intéressante avec beaucoup de cas d'usage, notamment dans les domaines de l'orientation professionnelle. Je vous en reparlerai un petit peu après. Hop. Une autre manière de présenter ce continuum, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au réel dans le virtuel, pour bien comprendre la virtualité augmentée. Tout à gauche, j'ai le réel, donc uniquement l'environnement réel.
Tout à droite, j'ai le virtuel, la réalité virtuelle, avec 100% d'environnement virtuel et un tout petit peu de réel, puisqu'on gardera quand même toujours le sol. Et ensuite, la réalité augmentée, eh bien, on a beaucoup de réel et peu de virtuel. Et la virtualité augmentée, on a beaucoup de virtuel et peu de réel. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que vous allez avoir différents. Ça va être plus ou moins difficile à mettre en œuvre en fonction de la quantité de virtuel que vous allez amener dans votre séquence ou dans votre formation, notamment pour l'encadrement ou pour le design des espaces. On a une opportunité unique aujourd'hui parce que nous sommes face à une technologie qui n'est pas récente. Même si tout le monde en parle aujourd'hui, et on reparlera du terme métavers tout à l'heure, tout le monde en parle aujourd'hui, sauf que c'est une technologie sur laquelle on a commencé à travailler en 1968. C'était des Américains au MIT, professeur Sutherland, qui a créé le premier dispositif de réalité augmentée qui faisait un truc absolument incroyable, c'est que ça affichait un cube en filigrane dans un espace réel. Et ce cube, quand vous vous décaliez à gauche ou à droite, vous alliez avoir de la perspective. Pour rappel, pour ceux qui auraient oublié, à l'époque, les ordinateurs occupaient des salles de réunion complètes. L'interface écran n'existe pas, la souris n'existe pas non plus. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, les technologies immersives, dès qu'on a été capable de modéliser quelque chose numériquement. La réalité virtuelle a été fortement investie à la base par la NASA ou par la DARPA, donc l'armée américaine, qui ont financé massivement ces technologies. On a des premières expérimentations auprès des cosmonautes pour les mettre en situation, qui sont plutôt restés à l'échelle de R&D. Et on a un premier boom intellectuel en 89, qui est toute la mouvance des cyberpunk. Et à cette époque-là, dans le monde de la science-fiction, ont été posés l'intégralité des termes et des concepts qu'on manipule aujourd'hui. La réalité augmentée, avec la paire de lunettes qui ressemble à la mienne, mais qui me permet de voir toutes les informations dans le monde réel, a été inventée à cette époque-là. Le casque de réalité virtuelle et le métavers a été inventé à cette époque-là, etc., etc. Dites-vous bien que tout ce qu'on développe aujourd'hui est une idée qui date de la fin des années 80. On continue le déploiement et on va avoir une première version d'industrialisation de ces technologies à partir du début des années 90. Notamment dans les contextes industriels, vous retrouvez des systèmes qu'on appelle de cave. Un cave, c'est ce que vous avez en bas de ma date 92. C'est un espèce de grand cube en verre sur lequel on va projeter par l'extérieur des images 3D. Et à l'intérieur, vous avez une paire de lunettes de cinéma. Et ça va vous permettre de reconstituer les images qui sont sur vos écrans. Au final, ce que ça donne comme ressenti pour l'utilisateur, c'est que devant lui, il a l'impression d'avoir un hologramme et il récupère la profondeur sur les murs. C'était très intéressant comme techno parce que ça a permis de commencer à travailler avec cette technologie-là dans des contextes plutôt professionnels que de formation. L'inconvénient, c'est que c'est des systèmes qui, en 2014, valaient encore 800 000 euros. Donc, ça a été industrialisé, mais seulement par des grands industriels ou des gros pôles de compétences qui avaient énormément de moyens. En France, pour information, vous allez en trouver 3-4. Il y en a un à Bordeaux, un à Lyon, deux à Nantes, et peut-être bien un à Paris chez Dassault Systèmes, mais j'ai un doute sur les questions. Mais voilà, vous allez retrouver quelques caves qui traînent, qui sont des technologies de moins en moins utilisées, notamment en raison du coût encore aujourd'hui de ces technologies. Et en fait, l'objet qui va changer radicalement la donne, c'est ça. C'est le téléphone portable. Pourquoi? Parce que les smartphones, on a énormément travaillé sur deux éléments. Un, l'écran, la qualité d'affichage et la netteté des couleurs, la résolution des pixels, etc. On a augmenté la qualité de nos écrans. Et deux, on a miniaturisé et on a augmenté la puissance de nos composants, permettant aujourd'hui d'avoir les casques tels qu'on les a. Mais donc, très naturellement, le premier casque grand public qui est arrivé, c'est en 2014, des systèmes de type cardboard, c'est comme ça qu'ils sont appelés, où vous glissez votre téléphone à l'intérieur du casque pour vivre une expérience en vidéo 360. C'était une très bonne technologie parce que ça a permis de faire tester à énormément de gens la réalité virtuelle. L'inconvénient de cette techno, c'est que ça a rendu à peu près la moitié des utilisateurs qui l'ont utilisé malades. La réalité virtuelle, ça rend malade, ça date de 2014, c'est aujourd'hui un problème réglé. Et en fait, le gros de l'industrialisation est arrivé en 2016. En 2016, on avait Facebook qui a sorti son premier casque, l'Oculus, puisqu'ils avaient racheté pour la bagatelle de 3 milliards de dollars le Kickstarter Oculus en 2014. Donc là, on est sur le premier casque grand public.
Il se connecte à un ordinateur qui, à l'époque, valait 1200 €, un peu moins cher aujourd'hui. Et le casque valait 450 €. Donc, par rapport au dernier dispositif que j'avais, qui était le Cave à 800 000 €, j'ai ici un matériel tout compris qui est à 1650. Sachant que le cardboard a une illusion de coût pas cher, mais il faut des téléphones à 600-700 € pour les faire fonctionner. Important à avoir en tête si jamais vous envisagez le déploiement. En parallèle, en 2016, vous avez la première version d'HoloLens, donc qui est le casque de réalité augmentée de Microsoft, qui sort. Et ensuite, on va accélérer. C'est-à-dire qu'en 2018, on va avoir l'Oculus Go, qui est le premier casque sans fil, dans lequel on va pouvoir faire exactement la même chose que ce qu'on faisait en 2014 avec les cardboard, plutôt de la vidéo 360. Et en 2019, sort le Quest premier du nom, ainsi que le HoloLens 2. Le Quest est le premier casque 6 degrés de liberté, donc exactement le pendant de celui qui est sorti en 2016, mais sans ordinateur et sans fil. En 2021, on va commencer à rajouter le hand tracking et la sortie du Quest 2 qui est aujourd'hui vendu à plus de 10 millions d'unités sur la planète et qui est le casque le plus vendu, toutes catégories confondues. Et ce qui est en train d'arriver cette année, ce sont des produits comme le Cambria ou le Lynx qui sont ce qu'on appelle de la réalité mixte. C'est-à-dire, vous l'avez vu tout à l'heure sur ma frise, enfin sur mon continuum, c'est des dispositifs en fait qui vont filmer l'environnement dans lequel vous êtes pour ajouter sur le monde réel de l'information, mais plutôt sur une dimension de réalité virtuelle. C'est un petit peu différent des autres technos et c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel dans les années à venir. On pourra en reparler. Et en fait, pourquoi est-ce que ça accélère à ce point-là? Parce qu'à droite, là, vous voyez, je viens de vous ajouter les majors du domaine qui s'intéressent au sujet. Puisque cette courbe, c'est ce qu'on appelle le cycle de Gartner. Donc oui, on a plusieurs personnes qui connaissent, c'est bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gartner, c'est un cabinet de conseil américain qui sort tous les ans une étude des technologies en devenir et qui vont les évaluer sur des questions de déploiement. Donc, vous voyez que ma courbe se divise à peu près en 4 phases. La première, c'est le déclencheur d'innovation. C'est le moment où on a une idée et on se dit qu'on pourrait faire énormément de choses avec ces technos-là. Le déclencheur d'innovation dans les technos qui nous intéressent, ce sont nos cyberpunk en 89 qui vont poser tous les grands concepts. Donc là, on a les attentes qui vont monter. On attend énormément de ces technologies. On se dit qu'elles vont pouvoir faire énormément de choses. On passe le pic des attentes excessives, c'est le moment où on se rend compte que ça ne fera rien de tout ce qu'on imagine. Le gouffre de la désillusion porte assez bien son nom. C'est le moment où on se dit que en fait, ces technos ne servent à rien et on ne pourra rien en faire. Et on va ensuite avoir des attentes plus modérées, mais beaucoup plus réalistes, qui vont permettre d'avoir des déploiements d'ampleur sur ces technos-là. Il faut savoir que les technologies majeures des technos immersifs, que sont réalité virtuelle, réalité augmentée, sont sorties de la courbe pour la réalité augmentée en 2019, pour la réalité virtuelle en 2018, avec la sortie du Quest et du HoloLens 2. Voilà. Donc, on est sur des technologies qui sont considérées comme matures au déploiement depuis maintenant 3-4 ans. Donc, la question aujourd'hui, c'est plus est-ce que ces technologies sont innovantes? Parce qu'elles ne le sont plus. La question étant, comment est-ce que vous allez pouvoir vous saisir de cette technologie pour pouvoir en faire quelque chose d'utile et de déployable à large échelle? Dans l'opportunité, je vous mets juste une petite courbe qui est intéressante, qui est le nombre de brevets en réalité virtuelle et réalité augmentée qui a été déposé au cours des dernières années. En 2010, on en a déposé 5000. 8 ans plus tard, on a fait à peu près x7. Je n'ai pas les derniers chiffres sur ma courbe, mais je vous assure que l'exponentielle continue. Et en fait, ça s'explique pour une raison extrêmement simple, c'est que ce n'est qu'un écran. Donc, elle va énormément se profiter de tout le cumul des technologies qu'on va pouvoir y amener. Intelligence artificielle avec toutes les réserves qu'il faut avoir par rapport à cette technologie-là, mais vous entendez beaucoup parler de blockchain, ça rentre dedans. Les évolutions sur les puces et les matériels vont permettre d'augmenter les capacités de ces matériels-là. Donc voilà, en fait, toute l'innovation qui se fait autour des nouvelles technologies et de la high-tech vont bénéficier aux technologies immersives. Et c'est pour ça que vous allez avoir aujourd'hui cet emballement, y compris aussi avec les milliards de dollars qui sont déversés par les majors américains. À titre d'information, Facebook, eux, ils ont un budget de 10 milliards par an sur leur division de recherche et développement sur la réalité virtuelle.
Quand je vous disais que c'est une technologie mature au déploiement, on a des bénéfices qui sont reconnus, qui sont appuyés par des études. Il faudra toujours faire attention. Mais si vous ne devez retenir qu'un seul bénéfice de ces technos, c'est la plasticité. Vous pouvez virtuellement faire tout et n'importe quoi en simulation numérique. À titre d'exemple, vous remarquerez que Google a numérisé la planète avec Google Earth. Vous pouvez aller n'importe où, que ce soit en 3D ou en 360, et virtuellement faire le tour de la planète. Donc, on peut vraiment tout modéliser. Ça, c'est le bénéfice principal que vous devez retenir. Après, pour moi, il y en a deux qui sont très intéressants, qui est l'absence de risque. Donc, quand on parle de formation, c'est important, puisqu'on va pouvoir s'entraîner et avoir le droit à l'erreur, et donc de refaire autant que besoin dans des contextes qui sont complètement safe, avant de pouvoir passer sur des postes dangereux. Je prends l'exemple tout bête, le travail en hauteur. Réviser ces procédures de travail en hauteur au sol en réalité virtuelle avec des conséquences virtuelles à une erreur est intéressant. Ce sont des technologies qui vont être forcément très ludiques, puisque on a un hameçon technologique, on a envie de voir ce qui se passe dans un casque, et deux, on va pouvoir ludifier les parcours et les rendre très interactifs, beaucoup plus interactifs que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ce sont évidemment des technologies expérientielles. Quand vous allez vivre une expérience en réalité virtuelle, et ce serait intéressant que les personnes qui ont pu tester me disent par un pouce vers le haut s'ils s'en souviennent bien. Normalement, ce sont des expériences qui marquent fortement les gens qui ont pu les faire, et on se souvient longtemps de ce qu'on a fait en réalité virtuelle. Contrairement à une pensée qui peut être assez répandue, sur la partie collaboration, on n'est pas seul dans un casque, on ne l'est jamais. En fait, soit on fait des choses avec un casque à plusieurs, et on se retrouve à plusieurs dans un environnement virtuel, soit on débriefe à plusieurs ce qui s'y est passé après. En tout cas, de mon expérience, ce sont des technologies qui donnent envie de parler. Les gens veulent partager l'expérience qu'ils ont vécue avec les personnes qui l'ont vécue aussi, ou les personnes qui n'ont pas pu vivre et qui regardaient ce qui se passe. Et un des derniers, puisque je ne vais pas vous faire l'ensemble des bénéfices, mais l'un des bénéfices qui est extrêmement important, et on va en parler dans les cas d'usage tout à l'heure, c'est l'empathie. Ce sont des technologies empathiques, puisqu'on va pouvoir vous mettre à la place de quelqu'un dans sa vie de tous les jours. On va pouvoir vous mettre à la place de quelqu'un en situation de handicap. On peut vous mettre à la place de quelqu'un qui est harcelé, qui a un problème quelconque. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vivre une situation à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça va créer une empathie très forte par rapport à cette personne, et ça va mettre en avant des problèmes qui n'étaient pas forcément identifiés à la base. Je vous mets quelques petits chiffres. Ça, ce sont des chiffres qui viennent d'une étude qui a été faite par PwC l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, qui est une grosse compilation d'études. Les résultats qui en sortent pour les utilisateurs, c'est que les formations sont 4 fois plus rapides qu'une formation en salle de classe. Les apprenants sont 275% plus confiants pour appliquer les compétences acquises. Ils se sentent plus connectés émotionnellement au contenu qu'en salle de classe, c'est ma question d'empathie. Et ils sont 4 fois plus concentrés qu'avec le e-learning. Faites attention à ces chiffres, puisqu'ils sont vrais dans des contextes spécifiques. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que la tendance, quelles que soient les études, est bonne. Quelles que soient les études, on va avoir des chiffres en augmentation par rapport à des utilisations d'autres types de médias. Sachez cependant que c'est votre séquence pédagogique qui fera la qualité de la formation au complet. La réalité virtuelle ne restera à jamais qu'un outil. C'est votre intelligence de formateur qui rendra ça utile et qui fera que les apprenants seront 215% plus confiants pour appliquer les compétences acquises, bien évidemment. Quelque chose qui est important, parce que souvent on dit que les technologies immersives sont chères. Évidemment, il y a un ticket d'entrée, que ce soit pour la production des expériences, pour l'achat des matériels, la formation des formateurs, le design des espaces, etc., etc. Il y a un investissement. Il faut savoir que une fois que vous allez avoir passé suffisamment de personnes, vous allez avoir une économie et un gain immédiat sur par rapport à des formations plus classiques. Typiquement, à partir de 375 apprenants, la session de formation en réalité virtuelle coûte la même chose que de faire une salle de classe. Et à partir de à peu près 2000 apprenants, ça vous coûte
la même chose que de faire un e-learning classique. Et donc, ça dit que oui, c'est cher. Par contre, si on anticipe des déploiements de large échelle et pas des tentatives, des preuves de concept ou des expérimentations, on va avoir un retour sur investissement qui est important en termes monétaires. Je ne vous parle pas des bénéfices dont je vous ai parlé avant, qui eux sont immédiats dès que vous allez commencer à faire vos sessions. Mais par contre, financièrement parlant, vous allez retomber sur vos pieds à partir d'à peu près 2000 apprenants passés sur la même session. Ce qui arrive en réalité, c'est les enjeux de tout ça, parce que une fois qu'on a dressé ce tableau des promesses de technologie immersive, il y a quand même 2-3 petites étapes pour y arriver concrètement. La première, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est se former, c'est s'informer sur ce qui se passe, qu'est-ce que sont ces technologies, qu'est-ce qu'on peut en faire, qui fait quoi, etc., etc. Au-delà de ça, dans un premier temps, il y a la qualité pédagogique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un outil. C'est votre expérience que vous allez mettre dans cet outil qui en fera un outil de qualité. Ce que nous, on appelle la didactique des environnements immersifs. Et ça va prendre en compte plusieurs choses. Un, la conception du dispositif. D'un point de vue purement technique, quel type de casque j'utilise, dans quel contexte j'ai déployé, quelle est ma cible, etc., etc. Ensuite, il faut prendre en compte la mise en œuvre. Qui va faire? Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'ils sont en groupe? Est-ce que j'ai un encadrant? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'ils sont en présentiel? Est-ce qu'ils sont en distanciel? Puisque tout ça va moduler l'outil qu'on va créer sur mesure pour la formation. Et surtout, il faut que ça valide effectivement des compétences. Sinon, on a un gadget. Si on intègre directement dans une séquence de formation ou d'orientation, qu'on imagine l'ensemble de la séquence, eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir designer au mieux le contenu et on va pouvoir attendre un résultat spécifique du contenu et faire attention à sa conception pour être sûr que si on en fait une évaluation, on évalue bien ce qu'on attend de l'apprenant et non pas la qualité du dispositif technique, ce qui peut déjà être le cas aujourd'hui. D'un autre côté, il y a la réalité des usages. C'est-à-dire qu'en qualité pédagogique, vous allez avoir le meilleur matériel avec la meilleure expérience possible. Ça ne vous assure pas un déploiement efficace. Le déploiement efficace, c'est la réalité des usages que l'on appelle la praxis. C'est la transformation des espaces d'apprentissage, puisque quand vous mettez un casque, vous êtes actif, vous êtes mobile. Donc, on ne peut pas avoir une salle de classe qu'on la connaît aujourd'hui avec des chaises et des tables en rang. On a besoin de pouvoir se mettre debout et de se déplacer. Et on va devoir aussi former les enseignants et les formateurs à l'utilisation de ces technologies pour qu'ils, un, en comprennent les bénéfices, deux, acceptent de s'en saisir, et trois, puissent effectivement mener une séquence de formation dans ce contexte de manière sécurisée et auquel ils vont pouvoir atteindre les gains qui ont été promis tout à l'heure. Mes apprenants sont 215% plus confiants, ça va 4 fois plus vite, etc., etc. L'ubiquité, l'empathie, tout ça n'aura pas de réalité tant que les formateurs ne seront pas saisis de l'outil et ne seront pas suffisamment à l'aise pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la transformation des postures et pratiques de ce que nous on appelle en général les passeurs de savoir. Il est important quand même de noter que pour que tout ça fonctionne, il faut de la veille, de l'évaluation de dispositifs, de la recherche sur ces technos et de l'accompagnement des organismes à la conception et au déploiement. Et donc, moi, c'est ce que nous, on fait dans la structure dans laquelle je travaille, avec une association qui possède une entreprise et qui sont là pour aiguiller tous les acteurs sur ces questions. Quels sont les usages de ces technologies? Voici les domaines qui sont impactés par les technologies immersives. On va passer un peu de temps sur cette slide. Parce que je vais vous en détailler, je vais vous donner au moins un cas d'usage pour chacune des verticales, et après on rentrera dans le détail de certains projets. En bas, on va commencer par commerce, communication, marketing, que je vais mettre un peu ensemble. Mais ce sont eux qui se sont emparés des technos. Souvenez-vous, en 2014, avec les cardboards, les premières expériences qui ont été faites étaient plutôt des expériences dédiées à l'image de marque. On vous emmène visiter un atelier, on vous emmène voir un défilé, on vous emmène directement sur votre lieu de vacances, etc. L'idée était plutôt d'améliorer l'image de marque, de faciliter la vente de produits. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, comment dire,
À l'époque, ça a arrêté très vite, puisque comme je vous l'ai dit, les cardboards rendaient très malades. Donc, ils se sont assez vite retirés de la techno et ils reviennent sur ces domaines-là de plus en plus, plutôt sur le marketing et le commerce haut de gamme. Ce sont les marques de luxe, Hermès, Chanel, qui vont produire des expériences pour leurs clients VIP. Et sur la communication, avec toute la hype du métavers, et je ne vais pas rentrer dedans maintenant, mais on va en reparler tout à l'heure, la hype du métavers fait que la communication se réempare fortement de ces technologies. Les acteurs historiques, vous les avez à gauche, c'est l'armée et l'industrie. Donc dans l'armement, évidemment, le cas d'usage le plus évident, c'est la formation des militaires sur des situations de terrain difficiles ou à des situations particulières. Il y avait aussi une expérimentation qui a été mise en pause aux États-Unis sur le fantassin du futur, donc qui est exactement l'image que vous avez là. C'est-à-dire qu'avec un casque de réalité augmentée, on ajoute des informations sur le champ de bataille pour permettre des prises de décision plus efficaces, plus rapides, une meilleure coordination, en tout cas, meilleure atteinte des objectifs militaires. L'industrie au-dessus est l'acteur le plus historique de ces technologies. Ce sont eux qui se sont emparés de ces technologies dès le début. Souvenez-vous, en 90, avec l'avènement du CAVE. Et donc, dans l'industrie, un des gros cas d'usage qui est très, très efficace, c'est la revue de conception et design, qui était moi, mon ancien métier avant de travailler chez I2L. On dessine aujourd'hui l'intégralité des ateliers et des outils de production en 3D sur ordinateur, avec le modeleur que chacun pourrait vouloir utiliser. Et on va importer ces modèles 3D dans un système de réalité virtuelle collaboratif. Et donc, on se retrouve à l'échelle 1 dans l'atelier tel qu'il sera construit. Et on va pouvoir simuler les opérations de travail, vérifier les ergonomies, vérifier les accessibilités, vérifier le fonctionnement général du système, et donc s'assurer que l'atelier sera livré en conformité et sera le plus opérationnel le plus rapidement possible. À titre d'exemple, dans le domaine dans lequel je travaillais, on estimait le gain par an à 3 millions d'euros, qui était à mon avis un gain sous-estimé pour l'entreprise, qui devait tourner plutôt en réel aux alentours des 9 millions. C'était la manière dont on calculait qui faisait qu'on avait une baisse. Le secteur du transport s'y penche énormément pour l'optimisation de ces flux de transport, pour la formation évidemment des personnels ou la vente d'appareils. Le tourisme en réalité virtuelle s'est développé massivement avec notamment le Covid et le fait qu'on ne puisse plus sortir de chez soi. On met des casques pour s'évader quelque part, aller dans un endroit réel ou virtuel pour juste sortir de chez soi. Évidemment, le secteur du tourisme s'en est saisi et commence à proposer des voyages en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on vous emmène sur votre lieu de vacances avant pour aider à la vente. Tout à l'heure, on m'a parlé du secteur de la santé. C'est une très, très bonne réponse, la santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le domaine le plus en pointe sur les technologies immersives. Vous avez, et je vais évacuer tout de suite les cas de formation, on a parlé de la formation des chirurgiens, évidemment. Mais on va avoir des expérimentations un peu différentes aussi. Sachez que tout ce qui va être scanner ou IRM produit en modèle 3D. Donc, on a des chercheurs qui aujourd'hui mettent ces modèles 3D en réalité virtuelle pour voir le patient dans son ensemble et pouvoir aider au diagnostic. Et on a eu très récemment, il y a quelques mois, la première chirurgie qui a été faite avec un casque HoloLens qui plaquait sur le patient son IRM et son scanner. Et le chirurgien pouvait changer son affichage pour voir exactement où est-ce qu'il allait, en plus des outils classiques. Le domaine culturel et patrimoine, je vais les mettre un petit peu ensemble, mais ce sont, à mon avis, des domaines que vous avez forcément expérimentés. L'atelier des Lumières à Paris est une forme de technologie immersive. Et je vous encourage très fortement à aller faire deux expériences qui sont situées à Paris, si vous avez l'occasion d'y passer, que sont Éternel Notre-Dame et les pyramides de Khéops, qui vont être des expéditions dans l'histoire de Notre-Dame et l'histoire des pyramides, où vous allez marcher physiquement dans ces lieux en réalité virtuelle. Ce sont des technologies qui, pour nous, sont extrêmement intéressantes, notamment en termes de transmission et de formation, puisque la culture est une forme de ça. Le spectacle vivant et le spectacle en général commencent à s'intéresser à ces technologies-là. Il y avait une entreprise qui a été rachetée à 5 ou 6 millions par Apple qui faisait exactement ça. Elle vous proposait la place que vous n'aurez jamais. C'est-à-dire que
en vidéo 360 ou 180 degrés. Vous allez pouvoir voir un match de NBA sur le banc des joueurs, juste au-dessus du panier, dans le coin d'un ring de boxe, etc., etc. En tout cas, la place que vous n'aurez jamais. Si on décale ça sur le spectacle vivant, vous allez être dans la bulle du souffleur sur une salle de théâtre, dans les coulisses, au milieu d'un orchestre. En tout cas, c'est les places que factuellement, tant que si vous n'êtes pas comédien ou si vous n'êtes pas musicien, vous ne verrez jamais des spectacles de cette manière-là. L'imaginaire du cinéma est fortement impacté. Ready Player One est quelque chose dont vous avez dû beaucoup entendre parler ces derniers temps, grâce notamment au métavers, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Tout ce qui est scientifique, dans la manière de représenter l'information scientifique est très intéressant. Vous avez des expériences qui sont gratuites en ligne ou disponibles au Muséum d'Histoire naturelle sur la représentation de l'arbre phylogénétique, l'arbre de la vie, qui n'a plus une forme d'arbre, mais une forme de sphère. Le plus ancien des ancêtres communs est au centre. Vous avez des ramifications en branches qui permettent de montrer l'évolution des espèces et donc d'avoir une nouvelle représentation, ça c'est intéressant, du savoir scientifique et aussi des concepts pour en améliorer la compréhension. L'architecture est un domaine qui s'y penche aussi fortement, que ce soit pour faciliter la vente, mais surtout pour faciliter les travaux. Vous allez pouvoir avoir votre bâtiment avec l'intégralité des éléments qui le composent, les murs, les réseaux d'eau, d'élec, de gaz, qui va être visible par tous, en tout temps, en réalité virtuelle. Mais surtout, vous allez pouvoir aller sur votre chantier et vérifier les conformités. Vous allez plaquer votre modèle virtuel sur votre modèle réel et vérifier que tout le monde a bien fait les opérations aux endroits où ça devait. Et que si jamais on doit faire des reprises de travaux parce qu'il y a des erreurs dans la construction, eh bien, on pourra tout de suite vérifier les impacts potentiels de ces travaux. Sur la question du handicap, il y a énormément de choses, sur la sensibilisation notamment, avec ce côté empathique, où on va vous faire vivre la vie de quelqu'un en situation de handicap, et ça vous permettra de mieux comprendre ce que vivent ces personnes au quotidien, et de mieux s'adapter, et d'adapter les environnements et les locaux pour les accueillir. Ça peut être aussi un moyen de passer au-delà du handicap. Si vous avez un handicap moteur, par exemple, vous ne pouvez pas forcément vous déplacer facilement, vous allez pouvoir aller faire un trek en forêt à l'aide de ces technos-là, ou une course de chien de traîneau, ou ce que vous voulez, qui va permettre d'alléger aussi le quotidien de certaines personnes. Et en bas, je le garde pour la fin, l'éducation, la formation, qui est le domaine qui nous intéresse le plus, nous chez I2L et vous aujourd'hui. Je vais mettre orientation dans l'éducation-formation également. Et bien ça, c'est vraiment un domaine qui est transverse à tous les autres. Voilà, tout le monde, tout type de formation peut être digitalisé et utilisé en réalité virtuelle, sous réserve, évidemment, de produire des scénarios pédagogiques qui soient cohérents et concrets. Je vais rentrer dans 4 cas d'usage un peu plus spécifiques. Et on va essayer, vous verrez, on va essayer d'avoir plusieurs verticales, des choses très techniques et des choses très comment dire, comportementales. Donc le premier, c'est un projet qui est tout récent, c'est l'entreprise BPCE, donc qui est une banque populaire caisse d'épargne, qui construit 2 nouvelles tours à Paris, qui sont de grande hauteur, et donc les consignes de sécurité incendie et d'évacuation ne sont pas du tout les mêmes que sur des bâtiments plus classiques. Donc c'est une formation obligatoire. Donc l'intégralité des collaborateurs qui sont amenés à rentrer dans les tours doivent suivre cette formation. On a un objectif de 8000 apprenants. C'est un projet qui a commencé en janvier de cette année. De janvier à avril, on a fait les développements et les mises au point. Et la partie run a commencé début juin. Depuis juin, ont été formés, alors à l'époque où j'avais écrit la slide, 1700, aujourd'hui on est plus proche des 2000 collaborateurs. Donc on est bien en ligne pour former les 6000 avant la fin de l'année, qui va nous manquer. Et on était à un site de formation pour faire ces 2000. Aujourd'hui, ils en sont à 2. Et on va en ouvrir un 3e très prochainement. Comment fonctionnent ces sites? Parce qu'au-delà de la conception qui a été en fait réalisée avec des formateurs sécurité interne de l'entreprise, un consultant expert sur la sécurité des tours de grande hauteur, nous qui faisions le pilotage général du projet, qui faisions l'expertise liée aux technologies immersives, et le producteur du contenu final qui a réalisé l'expérimentation. On a donc conçu tout le scénario et ensuite on s'est surtout intéressé à comment faire en sorte que
8000 collaborateurs puissent passer en si peu de temps? Eh bien, en fait, on fait des sites de 8 personnes avec un système qui est dédié aux formateurs pour pouvoir déclencher les expériences dans les casques, voir les retours. Et donc, on a des groupes de 8 qui s'inscrivent et qui vont passer sur 1 heure. C'est 1 heure qu'il faut, puisqu'on a une expérience qui va faire une 15-20 minutes. Et ensuite, on va avoir une expérience, enfin, il va y avoir l'accueil et le débrief qui est à faire pour pouvoir créer pardon, je lisais le chat, et on va avoir ensuite une séquence de débrief pour créer du lien entre les différents apprenants et puis faire du lien par rapport à ce qu'on voulait qu'ils apprennent, et on s'assure à ce moment-là qu'ils ont bien retenu les différentes consignes. Effectivement, j'ai une question dans le chat de François. Il y a des exemples sur la gestion de groupe, là, comme la réunion de conflit. Je vais en avoir juste après, il me semble. Et sinon, je vous en détaillerai en complément à l'oral. Un autre travail qui a été fait, donc là on était dans un domaine professionnel, là on va passer dans un domaine de formation pure et dure. Au CNAM à Paris, et les réplications sont en cours, on travaille sur des travaux pratiques en laboratoire de chimie. Plusieurs intérêts. Un, on va pouvoir former aux risques rencontrés en laboratoire pour diminuer les accidents pendant les travaux pratiques. On va aussi pouvoir réaliser des travaux pratiques qui ne sont plus ou pas réalisables en raison de la dangerosité de ceux-ci, mais en même temps, il faut bien apprendre à les manipuler. Imaginez, voilà, sur, par exemple, tout ce qui est domaine nucléaire. Ce sont surtout des choses qui s'intègrent dans des parcours au fur et à mesure des 2 ans de parcours en master. On ne s'adresse qu'aux étudiants en master pour l'instant. Et ce sont des expériences qui, comme je vous l'ai dit, pour qu'on ait une qualité de conception, est faite par 18 chercheurs qui vont produire le module de formation, pour produire le scénario du module de formation, puis c'est ensuite mis en œuvre par un producteur qui est Nimbus, qui va permettre d'avoir des simulations de qualité. Aujourd'hui, c'est 80 bêta-testeurs qui ont été faits par 80 élèves qui sont passés sur ces expériences, avec une mise en œuvre opérationnelle qui est en cours en ce moment, avec un objectif de former l'ensemble des promotions de chimie du CNAM au risque en laboratoire avant qu'ils arrivent directement en labo. On parlait de sensibilité sur les conflits, donc je vais prendre la question là à ce moment-là. D'abord, l'exemple, à l'Institut Mines Télécom à Paris également, vous avez dû voir passer l'information il y a un an et demi, comme quoi il y a des problèmes de consentement à l'école. Donc l'IMT a produit avec une entreprise qui s'appelle Reverto une simulation en vidéo 360 interactive qui est dédiée à la sensibilisation des étudiants sur le consentement. Jusqu'ici, ils ont commencé à publier les chiffres qu'ils ont sortis. Donc, c'est plus de 1700 étudiants sensibilisés à ces questions-là. C'est 94% des apprenants qui savent maintenant comment réagir à une situation où le consentement n'est pas respecté. 95% des apprenants qui la jugent plus utile, qui jugent la formation utile pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. 90% des apprenants qui savent définir le consentement et identifier ces violences. Ça a été récompensé d'un prix coup de cœur de l'ARCES, et je n'ai pas ma note, c'est dommage parce que je ne vais pas vous retrouver le sigle, mais je pourrais vous l'envoyer dans le chat tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment sur le côté empathique. En fait, cette simulation est conçue pour vous mettre dans la peau d'une victime, et donc pour identifier beaucoup plus facilement les mauvais comportements, puisque vous allez les subir directement. Sur tout ce qui va être la gestion des conflits, vous allez pouvoir appliquer exactement le même type de raisonnement, où on va vous mettre en différentes postures les deux parties, une tierce partie. Sur la gestion de groupe, on va pouvoir imaginer aussi pas mal de sujets, que ce soit en collaboratif ou autre. Après, des cas d'usage sur le groupe, j'en ai vu chez Uptel qui a fait ça sur justement le management pour des réclamations sociales. Et sur la com,
faudrait me préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par com, que je puisse vous en donner. Évidemment, la réunion de réalité virtuelle, en fait, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous avez aujourd'hui des applications comme Engage ou plus qui vont vous permettre de vous retrouver à plusieurs en réalité virtuelle. Mais il faut que vous ayez un objectif et que votre environnement virtuel soit mis au service de ce que vous voulez en fait. Typiquement, ce que je vous disais, dans l'industrie, on en fait beaucoup parce qu'on se retrouve autour de maquettes 3D. Moi, un des cas d'usage que je suspecte utile, c'est par exemple pour tout ce qui va être affichage publicitaire, de pouvoir se retrouver autour de maquettes numériques, des environnements où on va afficher les informations pour voir un peu comment se comporte une campagne quand elle est sur un bus, quand elle est dans une rue, et en fonction de la taille des différents éléments. Hop, j'avance un petit peu. Un projet qui va vous concerner très directement, c'est le projet Plein Cadre, qui est un projet que nous portons avec la région Île-de-France. C'est un projet qui est conçu pour produire de la vidéo 360 d'orientation en partenariat avec l'UNICEF, les régions et les régions académiques, et que ces contenus soient open source, puisque la conviction qu'on a, c'est que l'orientation est une politique publique et qu'en tant que politique publique, elle doit être en dehors des lois de marché, et donc elle doit être open source. Ces vidéos sont produites en partenariat avec les campus des métiers et qualifications et des entreprises partenaires de ces campus. Donc, les entreprises, les campus, l'UNICEF écrivent le scénario et nous allons amener la production avec des réalisateurs indépendants pour produire des vidéos de format 5 à 7 minutes de présentation d'un métier. Il y en a 6 qui ont été réalisés aujourd'hui, il y en a 6 autres qui sont en cours de financement par la région. Et c'est un projet qui est présenté à l'ensemble des régions de France, soit à travers l'Association des régions de France, soit en direct. L'idée étant de permettre à chaque région de financer une base de contenu sur les métiers en tension chez eux pour pouvoir ensuite mutualiser ces bibliothèques de contenu et avoir une bibliothèque de 130 vidéos en gros sur les métiers en tension, ce qui fera déjà une belle bibliothèque. Les métiers qui ont été produits aujourd'hui, ce sont l'horlogerie, la couture sur peau, le pilote de ligne robotisé, le technicien de data center, l'ébéniste, voilà, et le couvreur zingueur sur les métiers du BT. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir en fait une déclinaison en collection qui va permettre de standardiser en fait les vidéos pour pouvoir les produire le plus vite possible et avec un standard de qualité qui ne bouge pas. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est les métavers. Les métavers, qu'est-ce que c'est? Déjà, le métavers, en fait, c'est un terme qui vient de nos cyberpunk de la fin des années 80, qui a été posé dans un roman qui s'appelle Snow Crash de Neil Stephenson. Voilà, ça vous allez l'entendre partout. Le métavers, en théorie, c'est Internet immersif. C'est Internet en 3D. C'est-à-dire que vous avez un réseau de communication qui va vous permettre de passer de plateforme en plateforme, d'expérience en expérience, de manière fluide, en conservant une identité. C'est ce qui est illustré dans le film Ready Player One. C'est pour ça que je me suis dit qu'on en a reparlé. Et je vais rentrer un peu dans le détail après. La hype du métavers a commencé l'année dernière quand Facebook est devenu Meta et ils ont dit qu'ils allaient devenir une entreprise du métavers. Je ne pense qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire et personne non plus, mais sauf que tout est devenu métavers le lendemain. Minecraft est devenu un métavers, Second Life est devenu un métavers, la réalité virtuelle est devenue un métavers, les patates sont devenues un métavers, tout est devenu un métavers, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un terme valise duquel il faut impérativement se méfier, puisque ça recouvre tout et n'importe quoi. Vous avez donc la définition théorique, c'est ce que je viens de vous dire, c'est Internet immersif. Vous avez une capacité de communication entre les plateformes, vous allez pouvoir passer d'une plateforme à un autre et vivre des expériences collaboratives ou seules. D'ailleurs, les métavers n'a pas de sens d'un point de vue purement théorique. On parle d'un métavers, il n'y en a pas plusieurs. C'est comme dire les Internets, il n'y a qu'un Internet. Par contre, il y a des navigateurs et plein d'autres choses. Mais voilà, Internet c'est unique, le métavers est unique. On retenait ça. Et aujourd'hui, il y a une définition pratique qui est une explosion complète. C'est ce que je vous ai dit, tout est devenu métavers aujourd'hui. Vous allez pouvoir mettre dedans les technologies crypto, les technologies blockchain, les technologies Web3, qui sont par ailleurs très mal placées sur la courbe de
Gartner, vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure. Donc, les NFT dont tout le monde nous rabâche les oreilles, il faut les acheter. Vous savez, ces images, les plus connues sont des images de singes, c'est le Bored Ape Yacht Club, voilà, qui s'échangent des millions d'euros sur Internet. Ils sont juste en haut du pic des attentes excessives et ils sont en train de chuter assez mortellement. Le Web3 n'est pas encore arrivé en haut du pic, mais ça va arriver. Le métavers n'est même pas encore en haut de sa courbe des attentes, donc on va en entendre parler encore longtemps. Et il y a toute la partie crypto-monnaie que eux posent sur cet endroit de la courbe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils sont plutôt sur cette zone-là pour plusieurs raisons. Mais voilà, on va vous dire que ce sont des technologies qui sont indispensables. Web3, blockchain, crypto, alors que pas du tout. Ça, c'est encore autre chose. Sachez que la composante fondamentale du métavers, c'est que ça doit être immersif. On doit pouvoir y accéder à travers un casque et que ces technos-là sont matures. Si jamais vous êtes en interaction avec des partenaires, plus ils vous parlent de technologie immersive et moins ils vous parlent de métavers, mieux c'est. À mon sens, c'est qu'ils vont vous vendre quelque chose de beaucoup plus concret que ce qu'on peut voir sur les questions du métavers. Donc, ouais, comment se lancer? Alors, ce que je vais vous raconter va être somme toute assez bateau, mais on va utiliser la théorie des petits pas. Première des choses, c'est ce que je vous ai dit, euh, il faut s'enseigner. Il faut suivre des conférences comme on fait aujourd'hui pour entendre parler de cas d'usage, pour découvrir un peu les termes derrière cette technologie, qu'est-ce qu'elle regroupe, qu'est-ce qu'elle recoupe par rapport à ce qu'il est possible de faire. Ensuite, il faut s'équiper et il faut tester rapidement, même sur des activités ludiques. Parler des technologies immersives sans les pratiquer, ça n'a pas de sens. Et je pense que toutes les personnes qui, au début de cette conférence, ont levé la main pour dire j'ai testé les technologies immersives, se rendent bien compte que entre l'idée qu'on se fait de la techno et la réalité de ce que ça fait quand on la pratique est radicalement différente. Imaginez un peu, essayer d'expliquer ce que c'est que de faire de la plongée sans jamais avoir essayer d'expliquer la plongée à quelqu'un qui n'en fait pas et la pression physique que ça fait. Eh ben, c'est tout autant complexe pour les technologies de réalité virtuelle. Donc, équipez-vous et testez. Un casque Oculus, c'est pas très cher et vous allez avoir énormément de belles applications dessus. Que ce soit des applications ludiques ou des applications culturelles, d'ailleurs. Et après, si vous ne voulez pas investir, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous conseille d'aller dans des salles d'arcade de réalité virtuelle ou de pouvoir aller sur un salon professionnel, vous allez en trouver partout. Mais voilà, allez mettre un casque pour se rendre compte de l'effet que ça fait, puisque vous ne pourrez pas concevoir de projet ou de séquence tant que vous ne l'aurez pas fait, puisqu'il va vous manquer des informations. De se former aux enjeux d'usage des technologies immersives. C'est quelque chose que, aujourd'hui, je vous parle plutôt des bénéfices, des avantages, des gains pour vous inciter à y aller. C'est évidemment un biface qui dit gain dit risque, et donc il faut se former aux risques pour les connaître, les encadrer. Il n'y a rien de grave, mais si vous ne faites pas l'effort de prendre en compte ces risques, eh ben, vous ne pourrez pas déployer de manière efficace et sereine. Et donc, vos formateurs ne pourront pas s'emparer correctement de ces technologies et ne pourront pas les utiliser correctement avec leurs élèves. Ensuite, il va falloir poser et penser une stratégie de long terme. Même si elle est un peu floue, même si on n'a pas les financements, il faut avoir une idée de où on veut aller. Est-ce que, après les premières expérimentations, vous voulez déployer massivement? Est-ce que vous voulez que ça impacte telle catégorie d'apprenants ou de public? Est-ce que ce sont des choses que vous voulez pérenniser dans le temps ou est-ce que c'est un coup de com'? Tout ça se respecte, mais tout ça doit être pensé. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas y aller. C'est assez tautologique comme réflexion, mais si vous ne pensez pas long terme, même juste sur un coin de papier, et vraiment, même sans les financements, vous ne pourrez pas avancer. Puisque vous allez faire quelque chose qui a été, ce qui a été fait par tout le domaine depuis maintenant 2014. Grosso modo, on achète quelque chose sur une queue de budget, on l'exploite.
Sauf qu'après, ça n'a pas forcément d'usage, puisqu'on n'a pas pensé le coup d'après, donc on range les casques dans un placard et ils prennent la poussière. Je peux vous assurer qu'une énorme majorité des organisations en France ont des casques de réalité virtuelle qui traînent quelque part. Le nombre de ces casques qui est utilisé est ridicule, justement pour cette raison. Parce qu'une fois qu'on avait acheté le casque et acheté la première expérience, on n'a pas pensé à ce qu'on pourrait en faire après. Donc, dès que l'expérience ne servait plus, les casques ne servent plus non plus. Alors que vraiment, vous devez considérer que ce casque est un écran. C'est un écran au même titre que votre PC. Votre PC vous permet d'aller sur Internet, faire du Word, du PowerPoint et je ne sais quoi d'autre. Le casque, c'est pareil. Vous pouvez permettre de faire de la formation, de l'orientation, de la culture et de la formation à tous les domaines et de l'orientation sur tous les domaines, etc., etc. Donc, il faut penser long terme. Il faut penser où est-ce qu'on veut aller pour pouvoir avoir un objectif à atteindre. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas l'atteindre. Et ensuite, il faut développer les premiers projets. Ça peut être des choses à très courte échelle. Ça peut être peu d'apprenants ça peut être un événement, quelque chose comme ça. Mais par contre, quand vous allez faire cet événement, quand vous allez faire cette première formation, vous devez, dès le début, penser à qu'est-ce qui va se passer après. Comment est-ce que ce produit-là, je peux en faire quelque chose d'industriel et déployable? Je m'explique. Si vous êtes dans une logique preuve de concept, avec des gens qui sont très motivés par la techno, qui ont envie de l'utiliser avec leurs apprenants ou leur public, ils vont accepter des petits bugs ou des petites pratiques qui ne sont pas forcément très industrielles. Je vous donne un exemple tout bête, mais de dire il faut bien brancher ça avant ça, parce que si on le fait dans l'autre sens, ça ne marche pas. Alors que si on veut quelque chose qui est déployable, il faut que ça marche dans tous les cas. Et donc c'est ça la logique d'industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut avoir sur les premières expérimentations, même si on est avec des gens volontaires, même si on est avec des gens motivés, même si on est sur des exigences, sur des temporalités très courtes, il faut avoir une exigence de qualité du contenu et de qualité du dispositif, de qualité du déploiement qui doit être irréprochable. Si vous n'avez pas cette exigence, vous ne pourrez pas l'industrialiser après et vous allez retomber dans le même cercle qui est en œuvre aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, c'est-à-dire j'achète des casques, je fais une première chose, et je ne peux pas aller plus loin parce que, justement, par ces petits bugs, par ces petites bricoles qu'on est obligé de réaliser pour faire tourner le matériel, eh bien, quand on va le mettre à disposition de 10 formateurs, aucun ne s'en saisit parce que, justement, ça devient compliqué. Parce que, justement, ça ne marche pas quand ils en ont besoin. Parce que ça plante pendant qu'ils sont en session. On doit avoir une robustesse du dispositif dès les tout premiers projets qui va permettre, justement, d'enclencher derrière sur cette stratégie de long terme sur une industrialisation du procédé.